un petit pays sahélien, vient de faire trembler un vieil ordre que beaucoup croyaient impossible à déplacer, non par sa taille, mais par le réveil politique qu'il inspire. Ce qui inquiète certains cercles, ce n'est pas seulement le ton d'Ousmane Sonko ou d'Ibrahim Traoré, mais la façon dont leurs paroles poussent une jeunesse entière à regarder autrement les bases militaires, la monnaie, les ressources et les contrats. Pourquoi Ibrahim Traoré dérange-t-il autant lorsque cette jeunesse commence à demander qui contrôle vraiment son avenir? La réponse commence dans ce basculement silencieux, mais explosif. Ce qui va suivre n'est pas une simple lecture politique de plus, mais une plongée dans ce que beaucoup préfèrent contourner lorsqu'ils parlent de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez comprendre pourquoi cette séquence dépasse largement deux hommes, car ici, rien n'est anodin. Si le spectateur s'arrête à la surface, il verra seulement des discours forts, des tensions avec la France, des bases militaires qui ferment ou des dirigeants qui parlent de souveraineté. Mais s'il reste jusqu'au bout, il verra autre chose, une bataille pour contrôler le récit, l'imaginaire et la confiance d'une génération entière. Ceux qui ne regardent pas de près risquent de croire que Sonko et Ibrahim Traoré dérangent uniquement parce qu'ils critiquent l'ancien ordre. En réalité, ce qui inquiète davantage, c'est la jeunesse qu'ils réveillent. Une jeunesse qui commence à demander où va l'argent, qui signe les contrats, qui contrôle les ressources, et pourquoi certains dirigeants africains semblent plus pressés de rassurer l'extérieur que de répondre à leur peuple. Le premier choc est simple. Ce que Sonko et Ibrahim Traoré ont déplacé n'est pas seulement une ligne diplomatique, mais une ligne mentale. Et lorsqu'une ligne mentale bouge chez des millions de jeunes, aucun ancien système ne peut rester totalement tranquille. Le signe le plus visible se trouve dans une séquence lourde, après environ 65 ans de présence militaire permanente française au Sénégal. Le retrait a commencé à devenir une réalité concrète, avec des sites rendus progressivement à Dakar. Ce chiffre ne raconte pas seulement une durée. Il raconte une habitude de pouvoir qui se fissure. Pendant longtemps, beaucoup de jeunes Africains ont regardé la politique comme un théâtre réservé aux anciens, aux familles influentes, aux partis installés et aux hommes capables de parler fort dans les conférences. Les sujets essentiels semblaient lointains. Les bases militaires semblaient techniques. Le franc CFA semblait trop compliqué. Les contrats pétroliers, gaziers ou miniers semblaient réservés aux experts. La dette paraissait abstraite. Mais peu à peu, cette distance a commencé à disparaître. Le problème devient sérieux parce que la jeunesse ne pose plus seulement des questions émotionnelles. Elle pose des questions structurelles. Qui contrôle les ressources? Qui signe les accords? Pourquoi certains pays restent-ils dépendants alors qu'ils possèdent de l'or, du pétrole, du gaz, des terres et une population jeune? Pourquoi certains dirigeants africains semblent-ils plus inquiets de déplaire aux puissances extérieures que de répondre à leur propre peuple? C'est ici que le basculement devient dangereux pour les réseaux anciens. Un jeune qui ne comprend rien peut être distrait. Un jeune qui cherche seulement l'attention peut être manipulé. Mais un jeune qui commence à relier les bases militaires, la monnaie, les ressources, les contrats, les médias et les alliances régionales devient beaucoup plus difficile à contrôler. Voilà pourquoi Ibrahim Traoré, Sonko et les débats qu'ils provoquent dépassent leur pays. Au fond, l'enjeu n'est plus seulement le Burkina Faso ou le Sénégal. C'est une bataille pour savoir qui aura le droit d'expliquer l'avenir africain aux Africains eux-mêmes. Dans cette histoire, les deux figures ne jouent pas exactement le même rôle, mais elles ouvrent la même porte. Ousmane Sonko apparaît dans un Sénégal habitué à être présenté comme stable, fréquentable, démocratique, connecté aux institutions internationales. Ibrahim Traoré, lui, surgit dans un Burkina Faso blessé par la guerre, les attaques, les déplacements de population et la fatigue d'un peuple qui voit une partie de son territoire échapper à l'autorité de l'État. Deux contextes différents. Une même question. Qui décide vraiment du destin africain? Sonko a frappé un point sensible en parlant des bases militaires françaises, du franc CFA et des contrats liés au pétrole et au gaz. Il ne s'est pas contenté de promettre des routes, des emplois ou des réformes ordinaires. Il a déplacé le débat vers la souveraineté. Et lorsqu'un pays comme le Sénégal, avec son poids diplomatique et son image démocratique, commence à porter ce langage, le message ne reste plus local.
Il traverse les frontières. De son côté, Ibrahim Traoré a donné au Burkina Faso un récit plus direct, plus dur, presque militaire. Reprendre le pays, résister, compter sur ses propres forces. Ce récit a touché un peuple en souffrance, mais aussi des millions de jeunes Africains qui cherchaient une image de refus et de dignité. Dans les deux cas, l'effet précoce est visible. La politique cesse d'être un spectacle lointain et devient une affaire personnelle. À partir de là, rien ne pouvait rester banal. Tout commence par une fissure, pas une explosion immédiate. Une fissure dans le langage politique africain pendant des années. Beaucoup de dirigeants pouvaient parler de développement, de pauvreté, de jeunesse ou de coopération sans inquiéter réellement les anciennes puissances. Ces mots étaient acceptables. Ils restaient dans le cadre. Puis certains mots sont revenus au centre. Base militaire, français FA, pétrole, gaz, or, contrat, dette, souveraineté. Et là, le sol a bougé. Au Sénégal, Sonko ne s'est pas contenté d'un discours classique. Il a mis sur la table la présence militaire française. Il a interrogé le franc CFA. Il a évoqué les contrats liés aux hydrocarbures. Ce n'était plus une rhétorique vague. C'était une remise en cause précise. Quand ce type de langage surgit dans un pays comme le Sénégal, connu pour son image diplomatique, démocratique et stable, le message prend une autre dimension. Il ne reste pas enfermé à Dakar. Il circule, il inspire. Il inquiète. Puis les événements ont commencé à prendre corps. Des sites militaires ont été rendus. Le retrait français est devenu visible. Le symbole a dépassé le communiqué officiel. Ce n'était plus seulement une phrase dans un discours. C'était un drapeau, une base, une présence ancienne qui reculait. Et lorsque la plus grande base française au Sénégal a été remise, l'image a parlé plus fort que tous les débats. Une époque semblait se refermer. Pendant ce temps, au Burkina Faso, la séquence suivait une autre intensité. Le pays était en guerre, des villages étaient attaqués, des familles fuyaient, l'armée était sous pression, la population était fatiguée. Dans cette atmosphère lourde, Ibrahim Traoré a porté un message frontal, reprendre le pays, combattre, compter sur ses propres forces. Le ton était direct, presque brutal, mais pour une partie du peuple, il correspondait à l'urgence du moment. La rupture s'est ensuite accélérée. Des soldats français ont quitté le Burkina Faso. Des diplomates français ont été expulsés. Des médias français ont été suspendus. Les relations avec Paris sont devenues de plus en plus tendues. Chaque décision ajoutait une couche à la précédente. Une tension diplomatique, puis une rupture militaire, puis une rupture médiatique, puis une rupture institutionnelle plus large avec l'ancien cadre régional. C'est là que la dynamique a cessé d'être nationale. Avec le Mali et le Niger, le Burkina Faso a participé à la construction de l'Alliance des États du Sahel. Ce n'était pas seulement une alliance de circonstances, c'était le signe qu'un autre espace politique voulait se former, en dehors de l'influence occidentale traditionnelle. Ensuite, le départ progressif de la CEDEAO a donné à cette rupture une profondeur institutionnelle. Le message devenait clair. Certains États ne voulaient plus seulement protester, ils voulaient changer de cadre. Le choc s'est alors propagé. Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Côte d'Ivoire, Sénégal, les bases, les accords, les habitudes militaires et les récits diplomatiques ont commencé à se déplacer. Paris, Bruxelles et Washington ne pouvaient plus regarder cela comme une agitation passagère. Trop de signes s'additionnaient, trop de jeunes applaudissaient. Trop de questions sortaient du silence. Et le plus important n'était peut-être pas la fermeture d'une base ou la tension d'un communiqué. Le vrai du Tchad était dans les esprits. Un jeune qui voit ces événements comprend que l'ordre ancien peut reculer. Il comprend que la souveraineté n'est pas seulement un slogan. Avec Ibrahim Traoré, avec Sonko, avec cette vague sahélienne et ouest-africaine, la politique est devenue une question intime. Et quand une génération commence à croire que l'histoire peut changer, aucun système ne dort tranquille. À ce stade, il faut ralentir. Parce que les émotions peuvent attirer l'attention, mais seuls les faits donnent du poids à une analyse. Et dans cette séquence ouest-africaine, les faits ne parlent pas doucement. Ils montrent une transformation profonde, progressive, mais difficile à ignorer.
Le premier chiffre qui compte est celui des 65 ans de présence militaire permanente française au Sénégal. Ce n'est pas une simple durée administrative. C'est presque toute une vie politique, diplomatique et stratégique construite autour d'une habitude de présence étrangère. Quand cette présence commence à se retirer, le symbole dépasse largement le cadre militaire. Il dit qu'un pays présenté comme stable, proche de Paris et central dans l'imaginaire diplomatique africain, peut, lui aussi, refermer une page ancienne. Ce chiffre révèle une rupture longue. Il transforme une habitude en question politique. Le deuxième repère est la date du 7 mars 2025, moment où les 2 premiers sites militaires ont été rendus à Dakar. Selon le récit source, là encore, l'important n'est pas seulement le calendrier. L'important, c'est le passage du discours au geste. Pendant longtemps, beaucoup de débats sur la souveraineté restaient dans les plateaux, les meetings, les communiqués ou les polémiques. Mais lorsqu'un site militaire est remis, le débat devient visible. Le pouvoir change de décor. Le symbole prend une forme concrète. Cette date marque un basculement. La souveraineté devient visible, pas seulement verbale. Le troisième repère est le 17 juillet 2025, avec la remise du camp de Ouakam, présenté comme la plus grande base française du pays. Ce moment concentre un poids particulier parce qu'il ne s'agit plus d'un site secondaire. Quand le plus grand symbole d'une présence militaire ancienne change de main, il produit un choc politique plus large. Il montre que le retrait n'est pas seulement partiel, discret ou cosmétique. Il touche le cœur même de l'architecture militaire héritée du passé. Ce geste parle fort. Une base majeure résume parfois tout un ordre. Mais les chiffres et les dates ne concernent pas seulement le Sénégal. Le texte source replace ce mouvement dans une chaîne plus large. Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Côte d'Ivoire, puis Sénégal. Cette accumulation est essentielle. Un cas isolé peut être présenté comme une crise locale. 2 cas peuvent être décrits comme une tension régionale, mais lorsque plusieurs pays, les uns après les autres, déplacent leurs relations militaires avec la France, l'analyse change de niveau. On ne regarde plus un accident, on regarde une tendance. C'est ici que le Burkina Faso prend toute sa place. Sous Ibrahim Traoré, le pays ne s'est pas seulement inscrit dans une rupture de ton, il a participé à une rupture d'alignement. Avec le départ des forces françaises, la tension avec Paris, puis la construction d'un autre cadre avec le Mali et le Niger à travers l'Alliance des États du Sahel. Le chiffre n'est pas seulement dans une date, il est dans l'addition des ruptures. Une rupture peut être contenue. Une série de ruptures devient une nouvelle carte. Et cette carte pèse directement sur les esprits. Pour la jeunesse, chaque base fermée, chaque accord contesté, chaque alliance régionale réorganisée devient une preuve que l'ordre ancien n'est pas immobile. Pour les anciens réseaux d'influence, c'est l'inverse. Chaque geste devient un signal d'alerte, car lorsque les symboles tombent les uns après les autres, la peur n'est plus seulement militaire ou diplomatique, elle devient narrative. Elle touche la manière dont les Africains comprennent leur propre puissance. Il faut pourtant rester juste. Toute critique contre Sonko ou contre Ibrahim Traoré ne doit pas être automatiquement rejetée comme une attaque extérieure. Aucun dirigeant ne devrait être placé au-dessus de l'examen public. Un peuple qui veut vraiment la souveraineté ne peut pas remplacer une dépendance ancienne par un culte aveugle de nouveaux visages. La maturité politique commence aussi par cette capacité à écouter les objections sérieuses. Le premier argument opposé est connu. Certains disent que ces figures prennent trop de risques. Selon cette lecture, parler frontalement des bases militaires, de la monnaie, des contrats ou des anciennes puissances pourrait isoler leur pays, effrayer les investisseurs et créer une instabilité inutile. Cet argument n'est pas absurde. Un État ne vit pas seulement de symboles. Il doit négocier, commercer, rassurer, gouverner et protéger sa population. Mais cette critique devient incomplète lorsqu'elle oublie une chose essentielle. La stabilité sans dignité peut devenir une autre forme d'immobilisme. Si un pays reste calme uniquement parce qu'il n'ose jamais questionner les accords qui le limitent, ce calme ne règle rien. Il repousse seulement le problème. Le deuxième argument est plus sévère. Certains affirment que ces dirigeants peuvent devenir autoritaires, trop fermés à la contradiction, trop portés par l'émotion populaire.
Là encore, la question mérite d'être prise au sérieux. Une révolution politique qui refuse toute critique finit par perdre sa force morale. Un mouvement qui insulte tous ceux qui doutent se fragilise lui-même. Et si Ibrahim Traoré ou Sonko commettent des erreurs, il faut pouvoir les nommer sans être traités comme un ennemi de l'Afrique. Mais c'est précisément ici qu'une distinction devient nécessaire. Critiquer pour améliorer n'est pas la même chose que salir pour détruire. La critique cherche à corriger. La campagne de discrédit cherche à neutraliser. Elle présente d'abord un homme comme dangereux, puis comme isolé, puis comme incapable, avant de faire croire que son échec est inévitable. Ce mécanisme est ancien. Il transforme chaque erreur en preuve définitive, tout en excusant parfois les fautes de dirigeants plus dociles. Quand les deux angles sont posés sur la table, la conclusion devient plus claire. Le vrai débat n'est pas de savoir si ces hommes sont parfaits. Ils ne le sont pas. Le vrai débat est de savoir pourquoi certaines voix deviennent soudain insupportables lorsqu'elles réveillent un peuple. Puis la bataille change de terrain. À partir de ce moment, l'enjeu ne se limite plus aux bases militaires, aux accords régionaux, aux relations avec Paris ou aux discours de souveraineté. Le vrai combat se déplace vers quelque chose de plus difficile à mesurer, l'image. Car lorsqu'un dirigeant devient un symbole, ses adversaires ne cherchent plus seulement à contester ses décisions. Ils cherchent à casser ce qu'il représente dans l'esprit du public. C'est pourquoi Sonko et Ibrahim Traoré ne sont pas seulement observés comme des responsables politiques. Ils sont surveillés comme des figures capables de transformer l'imaginaire d'une génération. Un jeune qui voit le Sénégal récupérer des sites militaires ou le Burkina Faso refuser l'ancien alignement ne reçoit pas seulement une information, il reçoit une possibilité mentale. Il se dit que l'ordre ancien peut reculer. Il se dit que la peur n'est pas une fatalité. Et c'est là que tout devient plus sensible. Quand une idée commence à voyager plus vite que les communiqués officiels, elle échappe aux anciens gardiens du récit. Ce qui semblait politique devient psychologique. Ce qui semblait national devient continental. Et lorsque cette bataille devient psychologique, les conséquences ne restent jamais abstraites. Elles descendent dans les institutions, dans l'économie, dans les familles, dans les conversations de rue et jusque dans la manière dont les peuples regardent leurs propres dirigeants. Ce qui semblait être un débat de sommet devient peu à peu une pression quotidienne. Pour les États, la première conséquence est une pression nouvelle sur la décision publique. Un gouvernement ne peut plus parler de souveraineté comme d'un slogan décoratif si sa population commence à demander des actes. Les bases militaires, les accords de défense, les contrats miniers, pétroliers ou gaziers deviennent des sujets de discussion populaire. Cela oblige les dirigeants à choisir. Soit ils expliquent clairement leur position, soit ils apparaissent comme les gardiens d'un ordre qu'ils ne veulent pas remettre en cause. Et c'est précisément ce déplacement qui rend Sonko et Ibrahim Traoré sensibles. Il crée un précédent que d'autres peuples peuvent que comparer à leur propre gouvernement. Pour les entreprises, l'impact est plus discret, mais réel. Lorsqu'un pays remet en question les anciens accords, les équilibres économiques se tendent, les investisseurs observent, les groupes étrangers calculent, les acteurs locaux espèrent parfois une redistribution plus juste des opportunités. Mais cette transition peut aussi créer de l'incertitude. Les contrats sont discutés, les marges sont surveillées. Les ressources naturelles cessent d'être seulement des matières premières exportées. Elles deviennent des symboles de dignité nationale. Dans ce climat, l'économie n'est plus séparée de la politique. Chaque mine, chaque champ pétrolier, chaque chantier stratégique peut devenir un test de souveraineté. Pour les peuples, la conséquence est encore plus profonde. Le citoyen ordinaire commence à relier sa vie quotidienne à des décisions qu'il pensait lointaines. Le prix de la vie, l'emploi des jeunes, la sécurité, la dette, la qualité des services publics. Tout cela paraît soudain lié à la manière dont le pays négocie avec l'extérieur. Un jeune qui entend parler du franc CFA, des bases militaires ou des contrats d'hydrocarbures ne voit plus seulement des dossiers techniques. Il voit son avenir. Il se demande pourquoi son pays possède des ressources, mais manque parfois d'écoles, d'emplois, de routes et de sécurité. Cette question est simple. Elle est aussi redoutable. Pour la région, l'effet est celui d'une onde de choc. Si le Burkina Faso peut rompre avec certains cadres anciens,
Si le Sénégal peut voir partir une présence militaire historique, si le Mali et le Niger peuvent rejoindre une autre dynamique sahélienne, alors d'autres peuples commencent à regarder leur propre situation autrement. Les alliances régionales ne sont plus perçues comme des évidences. La CEDEAO, les accords militaires, les partenaires occidentaux, les réseaux d'influence et les anciens réflexes diplomatiques sont remis en discussion. La carte mentale de l'Afrique de l'Ouest change. C'est pourquoi cette séquence dépasse largement 2 noms. Elle touche les États, les marchés, les citoyens et les équilibres régionaux. Avec Ibrahim Traoré et Sonko, une question devient impossible à repousser. Qui profite réellement de l'ordre ancien et qui paie le prix de son maintien? À partir de là, 3 trajectoires deviennent possibles. La première, la plus probable, est celle d'une tension durable mais contrôlée. Les pays qui parlent de souveraineté continueront à remettre en question certains accords, certaines bases, certains contrats et certains réflexes diplomatiques. Les anciennes puissances, elles, ne disparaîtront pas d'un jour à l'autre. Elles chercheront à préserver leur influence par d'autres moyens: partenariats économiques, pression médiatique, alliances régionales, langage de stabilité et inquiétude sur la sécurité. Dans ce scénario, rien ne s'effondre brutalement, mais rien ne revient vraiment comme avant non plus. L'Afrique de l'Ouest entre dans une période de négociation permanente. Le scénario le plus positif serait celui d'une souveraineté mieux organisée. Dans ce cas, les discours ne resteraient pas seulement des symboles. Ils seraient suivis par une meilleure gestion des ressources, des contrats plus transparents, des institutions plus solides et une coopération africaine plus responsable. Sonko, Ibrahim Traoré et d'autres figures de cette génération politique réussiraient alors à transformer l'énergie populaire en méthode de gouvernement. Ce serait le meilleur résultat possible: moins de dépendance, mais aussi plus de discipline, moins de peur, mais aussi plus de compétences, moins de soumission, mais aussi plus de responsabilité. Mais le scénario le plus dangereux existe aussi. Il apparaîtrait si la souveraineté devenait seulement un cri, sans stratégie, sans justice et sans capacité à gouverner. Dans ce cas, les erreurs internes seraient exploitées immédiatement. Une crise économique, une tension sociale, une répression mal gérée, une division entre alliés ou une communication maladroite pourraient être utilisées pour discréditer tout le projet. Les adversaires diraient alors que toute tentative de rupture mène au chaos. Ils chercheraient à convaincre la jeunesse que l'ancien ordre était peut-être humiliant, mais qu'il était plus sûr que l'inconnu. C'est pourquoi l'enjeu dépasse largement la popularité d'un dirigeant. La question n'est pas seulement de savoir si un discours est courageux, la question est de savoir s'il peut devenir une architecture durable. Une Afrique qui se réveille a besoin de courage, mais aussi de lucidité. Elle doit savoir refuser la domination sans tomber dans l'improvisation. Elle doit savoir critiquer l'ancien ordre sans construire un nouveau désordre. Le futur dépendra donc moins des slogans que de la capacité des peuples et des dirigeants à transformer la colère en institution et l'espoir en résultat visible. Et maintenant, cette histoire ne peut plus rester loin du spectateur, parce qu'au fond, elle ne parle pas seulement de présidents, de bases militaires, de Paris, de Dakar, de Ouagadougou ou de sommets régionaux. Elle parle de la manière dont une génération décide de regarder son propre avenir. Un jeune qui écoute ces débats sans comprendre peut être emporté par l'émotion du moment. Il peut applaudir un discours, partager une vidéo, répéter un slogan, puis passer à autre chose. Mais un jeune qui cherche à comprendre devient différent. Il commence à lire derrière les mots. Il se demande pourquoi le franc CFA divise autant. Il veut savoir comment les contrats pétroliers, gaziers et miniers sont négociés. Il observe les bases militaires, la dette, les médias, les alliances régionales et les réseaux d'influence avec un regard moins naïf. C'est exactement là que se trouve la vraie puissance. Pas seulement dans la colère, pas seulement dans l'enthousiasme, pas seulement dans l'admiration pour Sonko ou pour Ibrahim Traoré. La vraie puissance se trouve dans une jeunesse capable d'apprendre, de comparer, de vérifier, de voter, de produire, de surveiller ses dirigeants et de refuser les manipulations faciles. Car un peuple éveillé ne se contente pas de choisir un camp, il cherche à comprendre le système. Il sait que la souveraineté ne se gagne pas uniquement contre l'extérieur, mais aussi contre l'ignorance,
la corruption, la division et la paresse intellectuelle. Il sait que les distractions peuvent être aussi dangereuses que les pressions politiques. Voilà pourquoi le spectateur n'est pas en dehors de cette histoire. Chaque question posée, chaque information vérifiée, chaque débat mené avec sérieux devient une petite résistance contre le vieux réflexe de soumission. Et cette résistance commence toujours par une chose simple, refuser de dormir pendant que d'autres écrivent l'avenir. C'est ici que la responsabilité historique devient immense. Sonko et Ibrahim Traoré ne portent pas seulement leur propre trajectoire politique. Ils portent, malgré eux, une partie de l'espérance d'une jeunesse qui veut croire qu'un autre rapport au pouvoir est possible. Cela donne une force exceptionnelle. Mais cela crée aussi un danger exceptionnel. Car plus un dirigeant devient symbole, plus chaque erreur prend une taille démesurée. Une parole mal placée peut être exploitée. Une crise économique peut être retournée contre tout le projet. Une tension interne peut être présentée comme la preuve que la souveraineté mène forcément au désordre. Les adversaires n'attendent pas seulement une faute. Ils attendent une occasion de dire à toute une génération « Vous voyez, il ne fallait pas espérer ». Voilà pourquoi le courage ne suffit pas. Il faut une stratégie. Il faut une capacité à gouverner sans humilier son propre peuple. Il faut protéger l'élan populaire sans transformer la nation en champ de colère permanente. Il faut refuser la domination extérieure sans fermer la porte à toute critique intérieure. Une révolution qui ne tolère plus la contradiction finit par offrir des armes à ceux qui veulent l'abattre. Pour Ibrahim Traoré, le défi est encore plus lourd parce que le Burkina Faso reste marqué par la guerre, la peur, les déplacements et l'urgence sécuritaire. Dans ce contexte, chaque décision est observée, chaque faiblesse est amplifiée, chaque promesse est comparée à la réalité du terrain. Mais c'est précisément là que se mesure la profondeur d'un projet politique, non pas dans la ferveur d'un discours, mais dans la capacité à transformer cette ferveur en justice, en organisation et en résultats visibles. Si ces figures veulent incarner plus qu'un moment, elles doivent prouver que la souveraineté peut devenir une méthode, pas seulement un cri. C'est pourquoi la maturité panafricaine doit aller plus loin que l'admiration. Admirer le courage de Sonko ou d'Ibrahim Traoré peut réveiller une conscience, mais construire l'avenir demande davantage qu'un enthousiasme autour de deux noms. Un peuple vraiment éveillé ne protège pas seulement des hommes, il protège une idée. Cette idée, c'est la souveraineté, c'est la dignité, c'est la justice, c'est la capacité de gérer les ressources nationales avec responsabilité. C'est le droit de coopérer avec le monde sans être traité comme un mineur politique. C'est aussi le devoir de critiquer ses propres dirigeants quand ils s'éloignent de cette promesse. Si Sonko se trompe, il faudra pouvoir le dire sans être accusé de trahir le Sénégal. Si Ibrahim Traoré prend une mauvaise décision, il faudra pouvoir le dire sans être accusé de trahir le Burkina Faso, car une Afrique libre ne peut pas avoir peur de la vérité. Le danger serait de remplacer l'ancien silence par un nouveau fanatisme. La force serait plutôt de construire une génération capable d'aimer son continent avec lucidité, de défendre ses leaders quand ils avancent juste et de les corriger quand l'idéal commence à s'éloigner. Au fond, cette histoire ne se résume pas à deux dirigeants, ni à une rivalité entre l'Afrique et l'Occident. Elle parle d'un continent qui commence à se demander pourquoi tant de décisions essentielles ont été prises sans les peuples, ou parfois contre eux. Elle parle d'une jeunesse qui ne veut plus seulement applaudir, mais comprendre. Elle parle d'États qui doivent apprendre à négocier sans peur, à coopérer sans soumission et à gouverner sans mépris. Le réveil africain ne sera pas sérieux s'il devient seulement colère. Il deviendra sérieux s'il produit de la connaissance, de l'organisation, de la responsabilité et du courage moral. Les anciens réseaux d'influence peuvent encore agir. Les divisions peuvent encore affaiblir les peuples. Les erreurs internes peuvent encore détruire les plus grands espoirs. Mais une chose a déjà changé. Le silence n'est plus aussi solide qu'avant. Et lorsqu'un peuple commence à poser les bonnes questions, l'histoire ne peut plus être écrite exactement de la même manière.